Banque islamique. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est presque toujours sans intérêt. Et ce n'est pas faux, mais c'est vraiment, vraiment juste la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, on va plonger un peu plus profondément pour découvrir ce qui se cache sous la surface. Du coup, la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que c'est juste une liste de règles à cocher, un peu comme une checklist, ou est-ce qu'il y a derrière tout ça une vision du monde, une philosophie complètement différente? En fait, l'identité de ce système va bien au-delà de la simple interdiction de l'intérêt, ce qu'on appelle le riba. C'est un concept qui couvre l'intérêt, oui, mais aussi plus largement l'idée de gain injuste. Ça touche au but même de la finance et à son rôle dans l'économie réelle. Alors, voici le programme. On va commencer par un petit retour en arrière pour comprendre d'où ça vient. Ensuite, on verra comment on conçoit les produits financiers. Puis, on explorera deux écoles de pensée qui s'opposent au sein même de la finance islamique. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, c'est absolument fondamental. Allons-y. Pour vraiment comprendre les débats d'aujourd'hui, un petit saut dans le passé est indispensable, parce qu'on va voir que les systèmes bancaires conventionnels et islamiques n'ont pas du tout, mais alors pas du tout, pris le même chemin. Ce qu'on voit ici, c'est que la banque conventionnelle a en quelque sorte poussé comme une plante, sur des siècles. Ça a commencé avec des bureaux de change, puis c'est devenu le système complexe qu'on connaît. La banque islamique, c'est tout autre chose. C'est une création récente et surtout intentionnelle. Elle est née dans les années 70, avec une idée simple, sans intérêt. Mais très vite, le concept a mûri pour devenir un projet bien plus large, avec des objectifs de justice sociale et de connexion à l'économie réelle. Ok, maintenant la question à 1 million. Comment est-ce qu'on fabrique un produit financier pour qu'il soit islamique? Eh bien, il y a principalement trois méthodes, trois types, ce qu'on appelle l'ingénierie financière. La première méthode, c'est l'ingénierie inversée. C'est assez simple à imaginer. On prend un produit conventionnel, disons un crédit auto, on le met sur l'établi, on ouvre le capot et on le modifie pour qu'il respecte les règles. On enlève le moteur à intérêt et on le remplace par un contrat de vente à tempérament, par exemple. On adapte. La deuxième approche, c'est l'ingénierie statique. Là, c'est différent. On ne bricole pas quelque chose qui existe déjà, non. On part d'une page blanche. On prend les grands principes de la finance islamique et à partir de là, on construit un produit de A à Z. Il est conçu dès le départ pour être conforme. Et enfin, il y a l'ingénierie dynamique. Ça, c'est l'approche la plus ambitieuse. Le but n'est pas seulement d'être conforme aux règles, c'est de créer des produits qui sont de véritables outils de changement, des produits qui participent activement à la réalisation des grands objectifs du système, le partage des risques, le financement de l'économie productive. Donc, pour résumer, on a l'ingénierie inversée qui adapte l'existant, la statique qui crée à partir des règles et la dynamique qui crée à partir des objectifs du système. Et bien retenir cette distinction, c'est la clé pour comprendre tout ce qui suit. Et tout ça nous amène au cœur du réacteur, au vrai débat qui agite la finance islamique. La question, c'est comment on juge si une banque est vraiment islamique? La première école de pensée, c'est celle de la conformité avant tout. C'est un peu comme deux manières différentes de remplir un bulletin de notes. Dans l'approche de la conformité, qu'on regarde maintenant, la question principale, presque l'unique question, c'est est-ce que le produit respecte scrupuleusement les règles? C'est une vision très juridique, très précise. Pour les partisans de cette approche, c'est simple. Le test numéro 1, le passage obligé, c'est l'absence totale de riba. C'est la condition sine qua non. Si un produit est garanti sans intérêt, alors il a passé le test le plus important. Du coup, le processus de validation est assez direct. 1. On analyse ce que fait le produit. 2. Des juristes vérifient qu'il est bien conforme au texte. Et 3. On s'assure que dans la pratique, il est utilisable par les clients. Remarquez bien une chose, l'impact sur l'économie dans son ensemble, ce n'est pas un critère central ici. Allez, on change complètement de perspective, on passe à la deuxième vision, une vision beaucoup plus large, plus holistique. Ici, on ne s'intéresse pas seulement à la lettre de la loi, mais surtout à son esprit. Pour cette approche, respecter les règles, c'est la base, mais ça ne suffit absolument pas. Une banque vraiment islamique doit activement chercher à atteindre des objectifs socio-économiques plus grands. Elle doit s'assurer que la finance est bien connectée à l'économie réelle, qu'elle favorise une juste répartition des richesses, que les risques sont partagés et qu'on évite la spéculation pure, qui peut ressembler à un jeu de casino. Et forcément, le processus d'évaluation est beaucoup plus exigeant. Il y a une étape supplémentaire, l'étape 3, qui est absolument cruciale, l'acceptabilité systémique. Pensez-y un instant. Un produit peut être techniquement parfait sur le plan juridique, mais s'il ne contribue pas aux grands objectifs du système, s'il ne fait pas avancer la cause, eh bien, il peut être rejeté. La différence est énorme. Bon,
Tout ça, c'est bien beau, mais en quoi ce débat entre conformité et système est-il si important? Pourquoi est-ce que ça change quelque chose concrètement? Parce que les implications sont immenses. Cette citation, elle résume parfaitement le risque. Si on se concentre uniquement sur la conformité des règles, on risque de se retrouver avec des produits qui ont une étiquette islamique, mais qui, dans leur fonctionnement et leur impact, sont quasiment identiques aux produits conventionnels. En gros, on change l'emballage, mais pas le produit. Et ça affaiblit toute la pertinence du projet. Donc au final, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas une simple querelle d'experts. C'est un débat de fond sur deux visions radicalement différentes du rôle de la finance. Est-ce que son but est simplement d'offrir des alternatives qui respectent un règlement, ou est-ce que son but est de construire activement un modèle économique différent? Et tout ceci nous laisse avec une grande question pour la fin. Dans un monde où coexistent des systèmes financiers bâtis sur des valeurs et des objectifs aussi différents, qu'est-ce que ça implique pour l'économie mondiale, pour la stabilité financière et finalement pour notre façon d'imaginer l'avenir? C'est qu'une réflexion qui, bien sûr, reste ouverte.